Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP Canal 8. On est ensemble pour une heure de décryptage et de débat en direct de l'Assemblée nationale avec pour m'accompagner ce soir la sémiologue Mariette Darigrand. Bonsoir Mariette. Bonsoir Adeline. Et Laurent Guimier. Bonsoir Laurent. Bonsoir Adeline. Vous allez bien tous les deux? Très très bien. C'est parti pour le sommaire avec à la une ce soir le gouvernement Lecornu qui échappe à la censure, mais ça s'est joué à quelques voix, 18 pour être précise, pour la motion de la France Insoumise. On décryptera ce vote notamment à 20h30 avec Marco Pommier dans Bourbon Express, qui aura aussi d'ailleurs ce soir un invité surprise, un ministre qui a appris sa nomination en regardant la télévision dimanche soir. Je ne vous en dis pas plus. Avant cela, les assos à l'os, nous donnons la parole ce soir aux associations qui se mobilisent pour alerter sur leur situation d'urgence financière. Ça ne tient plus, disent-elles, alors que leurs financements sont en baisse continue et que la bataille du budget va donc commencer au Parlement. Eh bien, nous en parlons ce soir avec Florence Thune, la directrice générale de SIDAction. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là aux côtés de Yoann Penel, porte-parole du mouvement associatif. Vous revendiquez 700 000 associations. Bonsoir et merci d'être là. Et Sabrina Sebailly, députée écologiste des Hauts-de-Seine. Je suis sûre que les deux autres invités ont beaucoup de questions à vous poser sur ce que pourra contenir le budget en faveur des associations. Mariette, quel est votre mot du jour? Évidemment, le mot censure, Adeline, il est au cœur de l'actualité, mais on va le regarder au contraire dans son histoire longue, dans son origine. À suivre ensuite à 20h. Quelle histoire? Avec Laurent Guimier. Je vous raconte le tube du moment chez les LR. Si j'étais député de la République, je chante en plus. Non, ne chantez pas. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, la question qui fâche, la réforme des retraites sera-t-elle vraiment suspendue? Le doute s'immisce chez les députés et nous en débattrons avec Nicolas Metzdorf, député Ensemble pour la République de Nouvelle-Calédonie, Sandrine Runel, députée socialiste du Rhône et Danielle Obono, députée insoumise de Paris. Nous attendons bien sûr vos questions ou vos réflexions en flashant le QR code qui s'affiche ici. Voilà pour le menu du soir. Installez-vous confortablement, Chaque Voix compte, c'est parti. Chaque voix compte. Et ce soir, nous voulions donc d'abord vous faire entendre la voix de quelques 20 millions de bénévoles et 2 millions de salariés aujourd'hui engagés dans des associations. Ça ne tient plus, disent en chœur ces associations. Ça ne tient plus parce qu'elles font face à un cocktail explosif, davantage de besoins, plus de charges en raison de l'inflation et moins de subventions. Alors avant de vous entendre tous les trois, état des lieux ce soir avec Hélène Bonduel. Ça ne tient plus. Les assauts coulent. Samedi dernier, ras-le-bol et inquiétude se lisaient sur les pancartes de ces acteurs de l'associatif qui lançaient un cri d'alarme. Les associations, près de 50% d'entre elles ont vu leur financement diminuer. Et donc quand vous êtes dans cette situation, vous devez arbitrer entre des activités, des publics, des salariés parfois. Et c'est absolument insoutenable de devoir faire face à ce type d'arbitrage en fait. Un tiers des associations déclarent même n'avoir plus que 3 mois de trésorerie devant elles. En cause, les baisses drastiques de subventions publiques, avec un projet de loi de finances 2025 adopté très tardivement et des coupes budgétaires pour les collectivités locales. Or, ce sont ces collectivités qui financent pour près d'un tiers les associations. Des associations pourtant essentielles. Aujourd'hui en France, les associations tiennent le pays. C'est-à-dire qu'il y a 1,4 million d'associations, c'est 20 millions de bénévoles et 2 millions de salariés. Sans les associations, le pays tomberait, le pays chuterait, il faut absolument les soutenir aujourd'hui. Le secteur associatif se tisse aussi bien dans l'alimentaire, le social, le sport que la santé. Faute de financement, le planning familial craint par exemple de voir son numéro vert disparaître. Le planning a toujours été menacé quand on porte les sujets d'avortement, d'éducation à la sexualité et féministe. Bien évidemment qu'il y a des attaques, mais aujourd'hui c'est des attaques concrètes. On est passé de la menace à des choses actées, à des baisses de financement dans plusieurs départements et dans plusieurs villes. Alors que la crise économique ne fait qu'augmenter les besoins, les acteurs du milieu associatif appellent les pouvoirs publics à préserver leur budget et demandent à être reçus par le gouvernement. Florence Thune, vous dirigez SIDAction, qui a été créée, on le rappelle, en 1994. Et hier, vous avez choisi carrément de changer de logo. Je ne sais pas si on va pouvoir voir ce changement à l'antenne. Vous êtes passé de SIDAction à sidération. Mariette, vous qui êtes sémiologue, sidération, c'est un mot hyper fort.
hyper fort et qui contient une racine, le sidus en latin, c'est l'astre qui éblouit tout et qui nous aveugle. Par exemple, quand c'est intersidéral, ça vient aussi de sidération, c'est ça? Là, ce sont des chocs d'étoiles. En tout cas, on ne voit pas bien, on est complètement abasourdi, on est complètement aveuglé. Qu'est-ce qui vous sidère, Florence Thune? Alors de nombreux sujets, c'est une année de sidération et qui là, à l'heure où on va discuter du budget pour l'année prochaine, on est particulièrement marqué par la baisse drastique sur l'aide publique au développement. On a fait partie des voix qui ont beaucoup parlé en début d'année des baisses immenses de l'aide américaine et de leurs répercussions sur la solidarité internationale. Et voilà maintenant que beaucoup de pays européens, et dont la France, suivent le même chemin. Avec quel impact sur les actions concrètes du SIDAction? Alors, en ce qui nous concerne, on est en partie financé effectivement par cette aide publique au développement et elle a un impact direct sur les actions qu'on mène par exemple en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique, où on mène entre autres des programmes de formation des professionnels de santé sur différents aspects, notamment liés à la lutte contre le sida, mais pas que, dans le domaine de la santé de manière générale. Je donne un exemple, on accompagne des professionnels de santé au Burundi pour aider à la détection de lésions précancéreuses du cancer du col de l'utérus. Donc ce sont des actions très concrètes qui pourraient être directement menacées. On attend des réponses sur nos financements à venir. Et là, je me fais aussi le porte-parole de l'ensemble des ONG et des associations qui subissent d'énormes coupes. On parle potentiellement d'une coupe de plus de 60% entre 2024 et 2026 de l'aide publique au développement. Vous pouvez nous donner d'autres exemples précis, en France notamment, des actions du SIDAction qui seraient directement touchées, voire supprimées par cette baisse de moyens? Alors, pour ce qui concerne le public au développement, effectivement, ce sont plutôt des actions à l'international, mais on subit effectivement, parce qu'on finance aussi, nous, une soixantaine d'associations en France, qui, pour certaines, ont déjà disparu. À fin décembre, on a une association sur Bordeaux qui a fermé ses portes, alors qu'elle accompagnait un grand nombre de personnes vivant avec le VIH. Les subventions se sont arrêtées, et on voit à quel point, aujourd'hui, ces associations sont vraiment très fragilisées. Mais dans l'exemple que vous citez à Bordeaux, qu'est-ce qui a justifié l'arrêt des subventions? Alors, un mélange entre une baisse budgétaire, sur le fait que le VIH ne serait plus prioritaire. Donc évidemment, dans ces moments-là, plein de raisons sont données. Mais on voit à quel point aujourd'hui, parmi les associations qu'on finance, elles sont extrêmement fragiles sur le plan financier. On parlait tout à l'heure de trésorerie. Certaines associations doivent attendre des mois, la fin de l'année, pour avoir des réponses sur leur financement en cours. Nous, on arrive à financer dès le début de l'année pour les aider à tenir. Mais on voit à quel point elles sont fragilisées. Un autre exemple très concret qui nous préoccupe déjà depuis l'année dernière, c'est par exemple la prime Ségur. La prime Ségur qui était au départ pour le personnel hospitalier, qui a été étendue aux oubliés du Ségur, et ce qui est en soi une très bonne chose. Mais ces associations, elles n'ont pas de compensation par rapport à cette prime Ségur. Et on a fait une petite enquête auprès des 30 associations, d'une trentaine d'associations. Et la ressource supplémentaire dont elles auraient besoin, c'est plus d'1,3 million € pour payer ces primes Ségur. Et aujourd'hui, la plupart n'ont pas cet argent. Et donc, elles doivent ou licencier ou fermer des activités de prévention ou de dépistage. SIDAction fonctionne aussi avec des dons. Oui. Vous avez, vous aussi, été impacté par la baisse des dons en général en France à cause de l'inflation? Oui, on sent que, alors, année après année, c'est plus compliqué. Les Français restent très très généreux, mais on sent que la générosité se transforme. Et la générosité, elle ne peut pas effectivement tout compenser, même si elle reste extrêmement importante. Et c'est pour ça que, de notre côté, on peut encore engager, nous, nos financements sur les 2 années à venir pour les associations. Mais on voit à quel point celles qu'on soutient ont été très impactées, que ce soit en Afrique ou en France. Yohann Penel, vous êtes donc le porte-parole du mouvement associatif qui regroupe plus de 700 000 associations dans toute la France. Vous manifestiez, on l'a vu dans le sujet, vous manifestiez samedi dernier dans tout le pays. Est-ce que depuis 5 jours, les choses ont un peu bougé? Est-ce que votre appel, votre cri d'alerte a été entendu? Alors la différence entre le avant et le après, c'était une manifestation qui était inédite. Parce que les associations, on ne les entend pas. On ne les entend pas et c'est la problématique, c'est qu'on est invisible dans la France, alors que chacun des 68 millions de Français sont à un moment de leur vie, d'une manière ou d'une autre, en contact avec une association. Mais elles ne le revendiquent pas, on ne se dit pas « je suis acteur associatif, ne m'oubliez pas ». Et donc c'est une problématique. Et là, concrètement, on a vu depuis samedi, depuis ces milliers de bénévoles et de professionnels des associations qui se sont rendus dans la rue, et pour certains, pour la première fois de leur vie, on a vu des médias
qui se sont emparés du sujet et on a eu un retentissement médiatique qui était remarquable et on tient à les remercier aujourd'hui parce qu'ils nous donnent cette visibilité qui nous manque. Par contre, évidemment, la douche froide, c'est quand on lit les chiffres de ce tableau du PLF 2026. Le projet de loi de finances de 2026. Le projet de loi de finances, où clairement, je crois que ceux qui ont conçu ce projet de départ, on n'est qu'au départ, on ne sait pas où on va arriver, et tout l'enjeu, c'est de pouvoir influencer sur le point d'arrivée. Eh bien, clairement, ces gens n'ont pas entendu. Qu'est-ce qui concrètement dans le projet de budget vous inquiète aujourd'hui? Profitez-en, il y a une députée à côté de vous. Ce sont les députés qui vont amender le texte, donc allez-y, c'est ce soir. Alors, je pense que la députée qui est à côté de moi connaît nos revendications parce que pour les députés, c'est un tableau avec des chiffres. Pour beaucoup de Français, c'est une question d'humain, c'est une question de peur du lendemain. Donc il faut bien comprendre que ces chiffres, ça va bien au-delà de juste voter un tableau. Donc nous, nos revendications, elles sont claires. Là, on a le programme 163, Jeunesse et vie associative, qui perd 26%. On a, de budget. Moins 26%. On a le programme Économie sociale et solidaire, dont on fait partie, qui perd 40% de son financement. Donc on voit bien que le message qui est renvoyé, puisque après tout, un budget, ça n'est que la traduction d'un projet de société, c'est le chemin vers la construction de la société de demain. Donc là, le message qui est envoyé, c'est que c'est simple, vous ne comptez pas, parce qu'il faut faire des choix. Donc chaque choix est politique, et là on a l'impression qu'on a coupé un peu partout, donc c'est illisible. Et le message qui est envoyé... Le partage de l'effort, vous le sentez particulièrement chez vous, en fait. On le sent chez nous, et ça a déjà commencé, parce que certains diront, si l'État ne finance plus, les collectivités territoriales pallieront ce désengagement. Mais elles ne peuvent pas, puisqu'elles-mêmes sont impactées par le même type de coupe. Donc à un moment... Qui est impacté réellement par ces baisses? Oui, évidemment, c'est les associations en tant que personnes morales, mais c'est les bénéficiaires qui sont impactés. Parce que ça a été dit pour le SIDAction, mais c'est vrai pour toutes les associations. Soit on licencie, soit on ne fait plus d'action, soit on augmente le prix de nos cotisations dans le cas où les bénéficiaires sont les adhérents. Dans le champ du sport que je représente au sein du mouvement associatif, c'est simple, ça veut dire que demain, entre la coupe du passeport qui ne concerne plus les 6-13 ans et les baisses de subventions, ça veut dire qu'on va être obligé d'augmenter les prix de nos cotisations. Et donc, au lieu d'avoir un sport pour tous, on aura un sport pour les plus aisés. Et donc, la crainte derrière, parce que le but ultime, c'est pas de dire on a tant d'adhérents dans nos associations. Le but, c'est l'épanouissement des Français. Et donc, si ces Français-là, ils ne viennent plus demain dans nos associations, c'est quoi l'implication directe? C'est le repli sur soi. On ne se connaît plus, et quand on ne se connaît plus, on a peur de l'autre. Donc, c'est un cercle vicieux qui est en train de se mettre en place, qui nous conduit demain vers une société où on est tous les uns à côté des autres, on ne se connaît plus, on ne partage plus, on ne crée plus d'émotions ensemble. Et on le sait, le sport, parmi ses bienfaits potentiels, c'est de créer des émotions collectives. Et on l'a vécu l'été dernier sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Les associations tiennent le pays, disait le patron des Restos du Cœur tout à l'heure dans le reportage. Les associations, elles continuent quand même de tourner, avec des bouts de ficelle bien souvent, mais ça tourne. Reportage sur le terrain à Meaux, en Seine-et-Marne, avec Anthony Ferry, Emeline Lescuyer et Pierre-Yves Déoninck. Au jardin de Cocagne, c'est la pleine saison des salades. Il faut bien qu'il y ait 4 ans, là. Ceux-là, je pense qu'ils ont un peu déporté. Comme Claire, ils étaient 5 à encadrer les 17 personnes en voie de réinsertion dont s'occupe le jardin. Mais cette année, face à une réduction drastique des subventions publiques, ils ne sont plus que 4. On sent aujourd'hui au jardin une augmentation de la responsabilité des encadrants, donc beaucoup plus de temps passé dans le bureau à se concentrer sur la production et comment augmenter notre chiffre d'affaires. Alors que l'essentiel de notre travail devrait être de passer du temps avec les équipes et de les former à ce beau métier qu'est le maraîchage. Accompagner les demandeurs d'emploi vers un retour au travail, l'ADN du jardin de Cocagne. Une tâche aujourd'hui menacée. Les dotations du département et de l'agglomération ont baissé de 38 000 €. Moi, personnellement, je me sens asphyxié. C'est-à-dire qu'au quotidien, je me dis comment demain on va pouvoir équilibrer un budget.
Ce qu'on commence à faire maintenant, c'est d'aller rencontrer les entreprises, de développer du mécénat d'entreprise pour avoir des soutiens privés. Ce qui représente à peine 7,5% des besoins financiers de l'association, un chiffre bien trop faible pour équilibrer le budget. Une des solutions envisagées pour pallier la baisse de subventions, c'est l'augmentation de 5 à 10% du prix des 30 tonnes de légumes cultivés et vendus ici chaque année. Moi, je ferai un effort de mon côté pour soutenir l'association du mieux que je peux, donc je continuerai à venir ici. Maintenant que je comprends que pour certaines personnes, ça peut rendre les choses beaucoup plus compliquées. Une piste qui, comme toutes les autres, demeure aujourd'hui insuffisante. Jean-Luc, 59 ans, a passé 2 années ici à se former au maraîchage. Alors accueillir moins de bénéficiaires faute de moyens semble pour lui invraisemblable. Pas faire d'économie là-dessus parce que non, c'est au contraire, ça aide beaucoup de personnes. Il faudrait financer davantage ce genre de structure. Faute de subventions, à l'échelle nationale en 2026, toute association confondue, c'est 60 000 bénéficiaires qui ne pourront être réinsérés vers l'emploi. Sabrina Sebaï, vous qui êtes députée écologiste des Hauts-de-Seine, on a l'impression aujourd'hui que les associations sont comme dans un angle mort pour les responsables politiques. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui accusent le pouvoir de manquer de considération pour les assos ? Qu'ils ont raison. Je ne vois pas ce que je peux dire d'autre. Moi, je rappelle toujours le rôle essentiel des associations dans les villes et dans les quartiers, où qu'elles soient, parce que ça a été dit, elles couvrent un champ d'action qui est extrêmement important. On parle de l'alimentation, on va parler du sport, on va parler de la santé, on va parler d'énormément de choses. Par exemple, l'accompagnement des femmes victimes de violences. Quand les fonds vont baisser pour ces associations et ces structures, qui va pouvoir prendre en charge, par exemple, ces femmes qui sont victimes de violences, les accompagner, les aider, y compris dans leur démarche administrative? On voit bien aussi que ça peut même aller jusqu'à des dangers pour la vie des personnes qui ont besoin de ces structures associatives. Donc c'est extrêmement désespérant. Là, vous allez entamer les discussions sur le budget à l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine. Ce sera en séance publique à partir de vendredi. Cette bataille du budget, à quel moment vous pensez qu'il va y avoir de l'espace pour préserver les associations des coupes budgétaires à venir ? Bien, on va déposer des amendements, bien évidemment, parce que ça a été dit, il y a une baisse, par exemple, sur le crédit jeunesse et vie associative, 26% dans la feuille de route Le Cornu. C'était 17% déjà dans la feuille de route de Bayrou. Donc déjà, on est encore un peu plus en termes de coupe. C'est à peu près un peu plus de 200 millions d'euros. Il faut vraiment, en termes de chiffres, c'est énorme sur les volumes que ça représente. Donc bien évidemment qu'on va déposer des amendements pour aller rehausser ce financement, parce que les économies, en tout cas l'effort, pour aller combler, vous savez, ces fameux 17 milliards qu'on essaye de trouver dans le budget, il ne doit pas reposer sur les associations, il ne doit pas reposer sur les plus précaires ou la classe du milieu, il faut aller chercher l'argent ailleurs. Et c'est toute la distinction que peut-être nous avons avec nos collègues macronistes et de la droite, qui pensent qu'on peut aller affaiblir encore ce tissu associatif. Moi, je vais vous donner 2 exemples. À Nanterre, il y a 2 associations que je connais bien, c'est le Secours populaire et une autre association qui s'appelle Authenticité. Ces 2 associations jouent un rôle fondamental, que ce soit dans l'accompagnement, par exemple, scolaire, pour les élèves, dans l'accompagnement administratif. Le Secours populaire, c'est tout ce qui est alimentaire. Eh bien, ils ont de plus en plus de personnes qui s'inscrivent, et les files d'attente, elles ne font que grossir, sauf que les moyens, eux, ils ne font que baisser. Et quand on dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a moins de moyens ? Ben, c'est parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'enveloppe, elle rétrécit, alors que le nombre de besoins et d'associations qui vont taper à la porte pour aller obtenir des subventions sont de plus en plus importants. Donc ça ne peut pas fonctionner en réalité. Laurent ? Moi, je voudrais comprendre, en fait, juste dans les grandes masses, le financement des associations, c'est les cotisations, c'est les subventions, mais c'est aussi les dons privés, les entreprises. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de relais possible. Ça veut dire quoi quand vous lancez ce cri d'alarme ? Alors, on a effectivement des structures économiques très différentes en termes de part de fonds publics mais on voit bien à quel point, selon les associations, on a à la fois des dons privés. On va aussi effectivement chercher du mécénat, mais on sent bien qu'aujourd'hui, les fondations d'entreprise, le mécénat est extrêmement sollicité parce qu'effectivement, les associations, elles font ce qu'elles peuvent. On se souvient que Bernard Arnault avait fait un chèque au Resto du Cœur il y a 2 ans, quand ils étaient au bord de la faillite. Il leur avait fait un chèque de 11 millions d'euros. Là, on voit
dans le reportage une association qui se tourne aussi vers le mécénat d'entreprise, mais ça ne peut pas être la solution. En tout cas, pour nous, c'est une des solutions parce que chaque association essaye de diversifier en fait, ses ressources tout au long de l'année. C'est un combat. Nous, on soutient des associations qui ont parfois 40 financeurs différents parce que justement, ils vont aller chercher 1 000 € ici, 10 000 € là, etc. Donc déjà, c'est un travail au quotidien pour l'ensemble de ces associations, qu'elles interviennent à l'international d'ailleurs ou sur la France, pour aller équilibrer leur budget. Et on sent qu'aujourd'hui, on est tous à l'affût en fait de solutions alternatives. Mais quand on parle par exemple sur la solidarité internationale d'une baisse de 2,3 milliards en un an, comment est-ce que la générosité du grand public ou les... Alors, peut-être les entreprises... Il y a quand même une toute petite bonne nouvelle dans le projet de budget qu'on a examiné. L'article 9 de ce projet de loi porte à 2 000 € le plafond de dons permettant de bénéficier d'une réduction d'impôt de 75%. Ce qu'on avait appelé la loi Coluche à l'époque. Avant, c'était 1 000 € et vous aviez jusqu'à 1 000 €, vous aviez 75% d'abattement. Là, on va passer à 2 000. Ça va changer quelque chose? Ça peut être une bouffée d'oxygène? Alors, tout ce qui peut inciter à la générosité des Français, c'est effectivement important. Alors, on sait que toutes les associations ne sont pas éligibles à ces 75%. Alors, on vient de le voir, je ne sais pas si on peut revoir notre infographie. Il y a 4 secteurs. Il y a la fourniture de repas, il y a l'aide au logement, les fournitures de soins, Laurent, et l'aide aux victimes de violences domestiques. Donc oui, de toute façon, tout ce qui est pris, on prend toutes les bonnes nouvelles, effectivement. Et puis surtout qu'on a eu, cette année, on n'est pas à l'abri, il y a un petit peu peur de tout ce qui relevait des soi-disant niches fiscales, en tout cas sur la générosité. Et ça, c'est important de continuer à encourager les Français et les Françaises à donner, quelles que soient les causes, se rappeler que ce soit... On voit bien à quel point, là, je trouve que c'est vraiment frappant que les budgets qui sont les plus touchés, que ce soit en pourcentage ou en euros, ce sont des budgets liés à la solidarité, qu'ils soient en France ou à l'international. Et ça, c'est vraiment extrêmement inquiétant pour, effectivement, la société qu'on est en train de construire. Yoann Penel, on a une question téléspectateur, c'est Karine dans le Loiret qui demande « Est-ce qu'on peut faire un don à toutes les associations ?» Bien sûr. Oui. Tout à fait. Après, il y a la question du reçu fiscal. Les associations qui sont d'intérêt général peuvent émettre des reçus fiscaux. Et après, il y a une réduction qui est de 66% ou 75% selon la typologie de l'activité de l'entreprise. Donc, de toute façon, évidemment, toutes les associations sont éligibles. Mais pour répondre à votre question, on n'est pas là pour dire qu'il faut toujours plus d'argent public pour nous. Mais il n'y a aucune raison qu'on en ait moins. C'est-à-dire que ce n'est pas sur nous qu'il faut taper en premier. Alors sans doute que le gouvernement vous répondrait, il y a une bonne raison qui est que la France est endettée. Oui, mais ça, on en a bien conscience. Mais donc après, c'est des choix politiques. Ah oui. Il y a des budgets qui sont préservés, et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc ce budget est une vision politique, mais qui n'est pas assumée. C'est-à-dire que c'est les plus précaires qui trinquent. Et à un moment, il faut juste le dire, que ça soit sur les bénéficiaires des actions de solidarité ou ceux qui veulent pratiquer une activité culturelle et sportive et qui ne pourront plus le payer demain. Et donc, pourquoi est-ce que ce n'est pas sur nous qu'il faut taper? Si on revient à la définition de l'économie sociale et solidaire de la loi de 2014. Alors, je sais que les textes de loi, ce n'est pas les trucs les plus sexy de la Terre. Mais cette loi, elle définit ce qu'est l'utilité sociale. Et donc, nous, on ne réclame pas de l'argent pour le plaisir, on n'enrichit personne. Nous, on veut être utile à la société. Et donc, l'utilité sociale, elle repose sur 4 points qui vont de l'aide à l'éducation, la citoyenneté, le développement durable, la cohésion territoriale. Donc, en fait, à un moment, il faut juste être cohérent avec le rôle qu'on essaie de jouer. Et ce rôle-là, c'est juste d'aider chaque citoyen à affronter la vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a quand même aujourd'hui des associations qui arrivent à s'en sortir? Alors, dans le lot, il y a 1,4 million d'associations. Et on l'a vu dans le reportage. Oui, elles tiennent. Alors, il y en a beaucoup qui n'ont pas de salariés, donc ont un impact moins important de ces couples-là. Mais ceux qui ont des salariés, on le voit, on tire sur l'élastique. Donc aujourd'hui, on est à un nombre record de défaillances d'associations. Mais c'est contenu parce qu'il y a des bénévoles qui sont prêts à crever pour sauver leurs associations. Sauf qu'à un moment, il n'y aura plus personne pour tenir la baraque. Donc là, c'est juste que nous, ce qu'on anticipe, c'est que si on continue sur ce chemin-là, c'est des centaines de milliers d'associations qui vont mettre la clé sous la porte. Et derrière, c'est des millions de bénéficiaires qui n'auront plus accès à rien. Juste sur la question de
de ce que font les associations aujourd'hui et pourquoi est-ce que c'est important que ce financement se maintienne. Parce que d'abord, elles viennent compenser un recul aussi des services publics dans plein d'endroits. On est dans l'Octobre Rose, vous avez plein d'associations aujourd'hui qui travaillent sur le dépistage du cancer du sein. Si elles n'étaient plus là, vous auriez énormément de femmes qui n'iraient pas se faire dépister, par exemple. Quand on parle de l'aide internationale, effectivement, l'aide publique au développement... Mais là, on est même dans des associations qui pallient des carences, en fait. Oui, mais c'est des carences totales, absolument. Donc, vous savez, sur l'aide alimentaire, s'il n'y avait pas ces associations, il y a des familles entières qui ne pourraient plus se nourrir aujourd'hui, ni leurs enfants, ni rien du tout. Donc ça, c'est absolument essentiel. Je crois que ce n'est pas du surplus ou un surcoût de dire qu'il faut que les gens puissent se nourrir correctement. Sur l'aide internationale, moi, je pense qu'il faut vraiment que tout le monde ait en tête la dangerosité de ce qui est en train de se passer. Vous avez les États-Unis qui ont supprimé l'USAID. Vous avez des pays européens qui sont en train de baisser drastiquement l'aide publique au développement. Ce n'est pas de la charité, ce n'est pas de l'argent qu'on déverse. Derrière, ça veut dire de la vaccination, par exemple. Ça veut dire du dépistage, ça veut dire des traitements sur des maladies où on peut avoir des pandémies. Et donc, on est en train d'hypothéquer, y compris notre santé, en baissant drastiquement ces fonds. Et donc là, vraiment, moi, je le dis, attention, parce que derrière, les conséquences, elles vont être dramatiques. Vous le dites très bien, Florence Thune, vous dites renoncer aujourd'hui, c'est condamner demain. Est-ce que vous allez jusqu'à craindre une reprise de l'épidémie de sida ? Mais bien sûr, c'est déjà le cas. De fait, on est, depuis le début de l'année, sur des associations ou sur des structures de santé en Afrique, mais partout dans le monde, qui ont licencier des personnes, qui ont fermé des programmes de prévention d'accès au dépistage. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, des personnes ne peuvent plus aller se faire dépister sur la question du VIH. Et on va cumuler cette première baisse immense qui a été faite au niveau de l'aide internationale de la part des États-Unis, avec d'autres baisses aujourd'hui des pays européens. Et on l'a vu dans l'histoire, y compris dans les années les plus récentes. On voit à quel point l'épidémie, elle peut reprendre. On voit à quel point une épidémie peut devenir effectivement internationale. Et on sait qu'aujourd'hui, tous les progrès qui ont été faits, qui avaient été faits en tout cas dans la lutte contre le VIH, sont en train de s'écrouler. On voit des militants qui sont sur le terrain depuis les années 80-90, qui ont vu le pire des années SIDA, où les gens mouraient. On a bataillé le Fonds mondial, qui permet notamment de financer l'accès au traitement, a permis de sauver 70 millions de vies. L'aide publique au développement, c'est ça, c'est concrètement, c'est sauver des vies. Et bien aujourd'hui, on ne sait pas ce que va être par exemple la contribution de la France au Fonds mondial, puisqu'on doit reconstituer ce fonds en fin d'année. L'Allemagne a annoncé dimanche dernier qu'ils allaient baisser leur contribution. On est très en attente, notamment du président Macron, pour savoir quelle est la contribution de la France au Fonds mondial. Si vous aviez Sébastien Lecornu face à vous ce soir, vous lui diriez quoi ? Eh bien, je lui dirais qu'aujourd'hui, effectivement, on est en train de taper sur tout ce qui relève de la solidarité, qu'on est aussi en train de taper sur les personnes les plus précaires. On entend parler des franchises médicales, enfin tout ce qui va impacter aujourd'hui des personnes qui sont en grande situation de précarité. Et je pense, à titre personnel, qu'une partie des Français qui bénéficient d'une grande richesse pourrait être aussi plus investie, qu'on pourrait avoir une plus grande justice fiscale et sociale aujourd'hui en France. Yohann Penel, on trouve personne en France qui dit « j'aime pas les associations ». Pour autant, est-ce que le grand public a conscience de cette crise que vous traversez ? Non, et pour une raison très simple que j'évoquais en introduction, c'est la question de notre invisibilisation. Est-ce que vous avez en tête... Il faut devenir des parleurs et moins des faiseurs. Non, mais même au-delà de ça, qu'est-ce qui construit Au plan local, les médias locaux relaient beaucoup l'action associative. Oui, mais pas toujours en disant que c'est une association. Donc on ne le sait pas toujours. Oui, bien souvent, on fait du badminton à l'école, on ne sait pas que c'est à travers une association. Exactement, mais encore une fois, si on revient sur ce qui crée un imaginaire collectif, aujourd'hui, est-ce que vous avez en tête des romans, des séries, des films qui parlent des associations ? C'est ça qui nous manque. C'est raconter ce récit où on se rend compte que ce qui fait le lien entre les Français... Oui, il y a SOS Amitié avec Le Père Noël est une ordure, peut-être dans l'inconscient collectif. On va appeler au scénariste alors. Ça date de quelques années. Mais ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut que ça infuse aussi dans tous les pans de la société. Tout à fait, et on a besoin des créateurs, on a besoin des influenceurs, on a besoin des scénaristes de séries et de films, et on a besoin évidemment des médias pour montrer que... ce projet de budget, c'est des chiffres à court terme, c'est des économies à court terme qui vont induire demain des dépenses qui seront beaucoup plus élevées parce qu'on nous dit toujours, vous les associations, vous êtes juste des gens qui n'avaient rien compris à l'économie, vous êtes non lucratifs, vraiment vous n'avez rien compris. La réalité, c'est que ça fait des années qu'on travaille avec les chercheurs pour montrer quel est l'impact social et économique de l'activité des associations. Et donc aujourd'hui,
Et typiquement, dans le sport, ça a été réalisé en janvier dernier. Si demain, scénario plus si improbable que ça, il n'y a plus 1 euro d'argent public dans l'activité sportive. Ça va coûter chaque année entre 200 et 300 milliards d'euros, entre la santé, la justice, la cohésion sociale, etc. Et c'est pareil pour... Là, on l'a vu aussi dans le reportage, sur l'insertion par l'activité économique, qui se prend 500 millions de baisse. Ça veut dire que demain, en fait, on croit faire des économies, mais ça va nous coûter beaucoup plus cher. Donc, à un moment, c'est le court terme face au long terme, et donc on en revient à quel projet de société le gouvernement, les députés et les sénateurs vont porter à travers ce budget. Ne censurons pas les associations finalement, parce que vous allez écouter le mot du jour de Mariette Darrigrand, vous allez comprendre. Mariette a choisi de nous parler de la censure ce soir. C'est vrai que ça a fait beaucoup l'actualité politique de la journée, mais vous vouliez l'aborder sous un angle différent, moins politique et davantage relié à l'origine étymologique du mot censure, Mariette. Absolument, vous allez voir, Adeline, et cette origine, en fait, elle reprend des choses que vous avez dites, parce qu'elle est indissociable de la question de l'argent. Alors, on a perdu ce sens-là, hein. Censurer, ça ne veut pas dire ça aujourd'hui, mais en fait, quand on reprend l'origine, et là, vous l'avez dit à propos de vos subventions qui baissent, eh bien, oui, la censure, elle a un rapport avec l'argent. Ça a un rapport avec l'argent, mais ça a un rapport avec en donner ou en prendre ? Je dirais plutôt, Adeline, que c'est choisir à qui en prendre. Ah. En fait, c'est ça. Alors, pour comprendre ça, il faut faire un cap sur le Forum romain. Ah, on remonte toujours très loin dans le temps avec Mariette, attention. La toge. La toge, voilà. Et là, on a un personnage précisément qui s'appelle le censeur. Alors, quel est son rôle ? C'est pas du tout de dire aux gens, voilà comment il faut penser, voilà comment il faut écrire. Non, son rôle est très matériel. En fait, c'est quelqu'un, et c'est la même famille de mots, qui fait un recensement. Et il classe les citoyens, il les classe en riches et en pauvres, hein, les plébéiens, les patriciens. Et il fait cela, non pas par morale ou par éthique, ou par politique, il fait cela, Adeline, pour préparer le travail d'un autre personnage qui est le questeur, hein, c'est celui qui va prendre l'impôt. Et donc le censeur, il fait ce qu'on appelle la chasse au census, c'est-à-dire le sens, C-E-N-S, comme on disait en ancien français. Et ça, c'est le premier impôt. Voilà, notre premier impôt s'appelle la censure, si on veut. Vous voulez dire que certaines associations, aujourd'hui, ne sont pas sur les bonnes listes du censeur, en fait ? Exactement, il ne vous a pas mis dans les bonnes cases pour cette fois. Alors, bon, ça n'empêche pas de parler, on vous entend bien, ça n'est pas quelque chose qui régule votre parole. En revanche, ça peut diminuer, en fait évidemment, les moyens. Je prends, Adeline, l'exemple de la dernière Palme d'Or. Hein, voilà. Là, on a les deux. On a l'ordre moral et l'ordre matériel. La dernière Palme d'Or est allée à un réalisateur iranien qui est censuré dans son pays, hein, Jafar Panahi. Et en fait, son film a été en partie permis par les fonds européens. Donc on lui a permis de lever cette censure morale et en même temps de faire des choses. Voilà les deux dimensions matérielles et éthiques en fait qui sont à l'origine de la censure. Bon, alors les listes, on en a eu hein, dans les censures. Par exemple, le macartisme, les gens étaient blacklistés. Dans le trumpisme, on n'est pas loin de ça par moment. Hein, la liste de certaines universités qui ne reçoivent plus, hein, comme vous, des subventions fédérales. Nous, on n'en est pas encore tout à fait là quand même. Non, heureusement, on n'en est pas là. Mais petite ruse de notre histoire culturelle, c'est quand même très intéressant de voir le sens originel et financier revenir, et le sens, je dirais, quantitatif. Parce qu'il est clair que pour ne pas être censuré, le gouvernement a fait des comptes extrêmement précis. Les listes ont été scrutées à la loupe. Hein. On sait, je crois, c'est 18 personnes, 18 députés, hein, 7 plus 1, qui n'ont pas voté comme il était prévu. Donc c'est ça, finalement, être censeur. Notre Premier ministre est un moine soldat, il nous l'a dit. Et là, je crois qu'il a été le censeur romain. Et c'est intéressant pour la suite, parce que les comptages vont continuer. Oui. Alors, pour finir, Adeline, pour m'amuser un peu, parce que quand le langage comme ça nous fait des petites ruses, c'est tout à fait intéressant. Certes, la censure n'a pas eu lieu aujourd'hui dans l'hémicycle, mais je crois qu'elle a eu lieu ailleurs. Et c'est comme si le mot nous rappelait un peu son histoire. Et j'oserais dire que le sens S-E-N-S nous a rappelé
le sens CENS. Merci Mariette. Merci à tous les trois et bon courage au monde associatif, aux bénévoles et aux salariés qui travaillent et qui tiennent le pays. Merci à tous les trois. On aura forcément l'occasion de reparler donc de l'avenir des associations. Dans un instant, un autre sujet, même si en fait on n'en est pas très loin. On va parler de la suspension de la réforme des retraites et de la motion et des motions de censure qui ont été rejetées ce matin avec nos trois prochains invités. Avant cela, c'est quelle histoire ? Et c'est Laurent Guimier. Ah, ce soir, Laurent, c'est pas quelle histoire, c'est quelle chanson. Parce que Laurent a identifié le tube à la mode qu'on chante depuis quelques jours chez les Républicains. Oui, vous connaissez, Adeline, la chanson de Gérard Lenormand, « Si j'étais président de la République ». Voilà, c'est quel duo, hein, c'est formidable. Alors, cette chanson date de 1980, ça ne nous rajeunit pas, juste avant la présidentielle, où le chanteur égrène son gouvernement imaginaire pour que, je cite, « jamais plus un enfant n'ait de pensée triste ». On arrête. Avec bien sûr Mickey, Premier ministre. Et Picsou, ministre de l'économie, si mes souvenirs. Voilà, regardez, c'est notre confrère de l'opinion, Antoine Oberdorf, qui lui aussi parle du tube du moment chez les LR. Eh bien, la version 2025, remasterisée, si je puis dire, de Si j'étais président, s'intitule Si j'étais député. Ce refrain, de très nombreux LR l'ont entonné pour répondre à une question toute simple ces derniers jours, censure ou pas censure de Lecornu. Regardez. Moi, si j'étais député, sincèrement, je vois pas très bien d'autres solutions que censurer a priori. Moi, si j'étais député demain et que j'entendais dans le discours de politique générale le Premier ministre dire « je suspends la réforme des retraites », moi, je serais très tenté de voter la censure. Je viens vous dire cela ce soir de manière extrêmement claire. Voilà, et au-delà de ces deux LR très tentés, le secrétaire général adjoint du parti, M. Dumont, et le vice-président, M. Larrivé, qui sont d'anciens députés, c'était aussi le cas de l'élu régional d'Île-de-France, également vice-présidente du parti, Florence Portelli, sur RTL ce matin. C'est compliqué pour moi qui ne suis pas députée de dire ça. Mais... Moi, je me dis, si j'étais députée, je l'aurais voté. Vous l'auriez voté ? Bien sûr, je l'aurais voté parce que je considère aujourd'hui qu'on nous présente un budget socialiste et je ne suis pas socialiste et nos partisans, nos électeurs attendent qu'on ait des valeurs et qu'on assume nos convictions. Alors n'en jetez plus. D'autres très nombreux dirigeants nationaux et locaux du parti y sont également allés de leur si j'étais député. Regardez, notamment François-Xavier Bellamy, qui est le chef de file des élus républicains au Parlement européen. Alors j'ai deux questions, Laurent. D'abord, à quoi ça sert de se mettre à la place d'un député quand on n'en est pas soi-même un ? Et puis tous ces élus répondaient-ils en fait à une consigne du parti ? Est-ce qu'il y avait des éléments de langage ? Alors je vais tenter de remettre les choses dans leur contexte et je réponds à votre première question, à quoi ça sert ? D'abord, aucune de ces personnalités LR n'est élue au Palais Bourbon, on l'a dit, mais ce sont plutôt des figures du parti. Deuxièmement, ce sont des soutiens de Bruno Retailleau. Troisièmement, ce jeu du si j'étais député, il a permis au fond de mettre un peu la pression sur les 50 députés LR en poste et apparentés qui, eux, s'étaient prononcés contre la censure dans le sillage de leur président Laurent Wauquiez. Mais quatrièmement, ça permet au parti, au fond, permettez-moi l'expression, de taper sur les députés, tout en respectant les conventions. Ces prises de position sont vraiment présentées à titre purement personnel. Ça, c'est le pourquoi. Mais ça ressemble quand même à une attaque un peu coordonnée. Il y avait une consigne du parti ou pas ? Écoutez, sur le caractère spontané ou non de l'utilisation du même élément de langage par toutes ces personnalités, j'ai pas de trace de consigne d'en haut. Je crois que c'est une épidémie médiatique, au vrai sens du terme. La punchline a été jugée bonne. Les uns ont repris les autres. Bon, alors on y voit plus clair, mais ce soir, ce qu'on peut constater, c'est que cette offensive du « si j'étais député », elle a fait pchit. Oui, c'est vrai que si ça avait vocation à retourner, entre guillemets, les députés, c'est raté. Et pour creuser un peu le sujet, je pense que jouer à ce petit jeu du « si j'étais » est finalement plus risqué qu'il n'y paraît pour un politique. Ce qui a marché, c'est que ces prises de parole individuelles ont permis de se rapprocher des militants LR plus chauffés à blanc, plus proches du oui à la censure. De ce côté-là, c'est sûr. Mais pour le reste, c'est-à-dire pour l'écrasante majorité des gens qui regardent ces interviews, c'est ravageur de jouer au si j'étais. Regardez, il y a beaucoup de réactions plutôt négatives. D'abord, on vous dit... Vous avez perdu, la censure n'est pas adoptée. Puisque aujourd'hui, il y a une seule députée LR, proche de David Lisnard, qui l'a votée. Donc, malheur aux vaincus. Ça, c'est pas trop grave. Oui. Ensuite, il y a un soupçon d'argument facile, gratuit, presque hors sujet. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous n'êtes pas député. Et ça, on l'a lu des dizaines, des centaines de fois, après la prise de parole notamment de Mme Portelli. Mais enfin, et c'est sans doute pire pour ceux de ces têtes d'affiche qui sont d'anciens députés
battus. Là, dans les commentaires, on passe au soupçon du mauvais joueur. C'est le cas de messieurs Larrivé et Dumont, dont on parlait tout à l'heure, qui eux sont des députés qui ont été battus. Je précise quand même que monsieur Larrivé, ce soir, a trouvé un moyen d'exprimer sa rupture. Il a démissionné cet après-midi de sa présidence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc c'est pour lui une façon de rompre. Mais en résumé, avec des si, on le sait, on mettrait Paris en bouteille. Mais prudence, je pense qu'avec si j'étais député, on doit consommer tout ça avec beaucoup de modération. Merci Laurent. On a ce soir en plateau 3 personnes qui font partie des 577 qui sont les seules à ne pas pouvoir dire si j'étais député, parce qu'ils le sont. C'est la question qui fâche et c'est tout de suite. Et j'accueille Nicolas Metzdorf, bonsoir, député Ensemble pour la République de Nouvelle-Calédonie. Daniel Obono, député La France Insoumise de Paris, bonsoir. Merci d'être là. Et Sandrine Runel, députée socialiste du Rhône, qui est par écran interposée avec nous, bonsoir. Et merci d'être là. Il a donc franchi le premier col, mais l'ascension de l'Himalaya ne fait que commencer. Le gouvernement Lecornu a survécu aux 2 motions de censure de LFI et du RN qui ont été rejetées ce matin. Le travail parlementaire commence, la bataille budgétaire aussi, mais il y a comme un doute chez les socialistes, un doute autour de l'amendement au projet de loi de finances de la Sécu, puisque c'est par ce biais, un amendement, que sera votée la suspension de la réforme des retraites. La manœuvre est périlleuse et c'est Stéphanie Despierres qui pose ce soir la question qui fâche. Dans la question qui fâche ce soir, la suspension de la réforme des retraites est un détail qui a toute son importance. Comment l'inscrire dans le droit ? Y aura-t-il une loi spécifique ou bien un amendement dans le budget ? Mardi, en annonçant cette suspension, le Premier ministre reste flou. Hier, lors de ses premières questions au gouvernement, il s'est fait plus précis. Si on veut aller le plus vite possible avec des délais qui sont tenus et un débat de qualité et loyal, je pense qu'il faut que le gouvernement dépose un amendement au projet de loi de finances pour la sécurité sociale dès le mois de novembre. La France Insoumise n'a évidemment aucune confiance dans ce processus proposé par Sébastien Lecornu. La suspension annoncée n'est qu'un leurre, une tromperie, un subterfuge. Au mieux, un très bref report glissé par un amendement budgétaire dont rien ne garantit la présence dans le texte final. Des doutes partagés par Marine Le Pen, qui estime que les socialistes, dit-elle, vont se faire rouler dans la farine. Rien ne nous dit que cet amendement suspendant la réforme Borne survive à un rejet du PLFSS, à une réécriture par le Sénat, au passage au CMP, à une possible censure du Conseil constitutionnel en tant que cavalier budgétaire, voire à sa disparition en cas de budget par ordonnance. Malgré l'immense concession faite par Sébastien Lecornu, le PS le met en garde. La censure n'est pas pour aujourd'hui, mais elle peut être pour demain. Il n'y aura pas d'entourloupe ou de ruse procédurale. Vous êtes le garant qu'à la fin du processus, la suspension devienne une réalité juridique. La pérennité même de votre gouvernement est désormais liée à cet engagement pris à cette tribune devant des millions de Français. Alors la question qui fâche ce soir, la voici. Est-ce qu'il y a un piège dans la suspension de la réforme des retraites ? On va d'abord poser la question à la députée socialiste qui est avec nous. Sandrine Runel, vous aussi, vous avez des doutes ce soir ? Alors, on a un engagement du Premier ministre devant la représentation nationale. Il a effectivement précisé que ce serait un amendement qui serait déposé par le gouvernement dans le cadre du PLFSS. Et donc maintenant, c'est au gouvernement de faire atterrir l'engagement qu'ils ont pris à la fois devant la représentation nationale, mais devant l'ensemble des Français, de suspendre la réforme des retraites. Mais est-ce que depuis hier après-midi, entre députés socialistes, vous vous dites, vous entendez forcément les autres députés des autres groupes qui vous disent, entre autres, que vous allez vous faire rouler dans la farine, que c'est une entourloupe. Vous reconnaissez à tout le moins que c'est un chemin qui est semé d'embûches ce soir ? Alors, on n'a pas attendu les commentaires des autres groupes politiques. Nous sommes des parlementaires, donc nous connaissons les mécanismes. Nous avons déjà évidemment vécu des PLF, des PLFSS. Donc, nous connaissons effectivement les difficultés à faire atterrir un amendement, qu'il soit du gouvernement ou d'un groupe politique, dans le cadre du budget de la sécurité sociale. Pour autant, désormais, nous allons pouvoir rentrer dans ce débat budgétaire et c'est à partir de là que nous allons du coup débattre de cette suspension. Mais moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il y a un engagement du Premier ministre
sur cette suspension, c'est une première victoire pour les 3,5 millions de Français qui vont pouvoir partir plus tôt. Et puis, par la suite, c'est l'engagement de chacun désormais de pouvoir aussi faire en sorte que cet amendement soit à la fois adopté et, in fine, présent dans le texte. Donc maintenant, c'est aux députés de prendre la responsabilité et de faire en sorte que cela soit rendu possible. Les Français nous regarderont, oui. Un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est la garantie que ça arrivera vite. C'est pour ça que Sébastien Lecornu a fait ce choix. C'est comme ça qu'il l'a justifié hier. Sauf que ça veut dire que c'est inclus dans tout un tas de mesures avec lesquelles les socialistes et d'autres ne seront pas forcément d'accord. À quelle concession êtes-vous prêt en échange de la suspension de la réforme des retraites ? Alors, il n'y a aucune concession sur lesquelles nous ferons évidemment de compromis là-dessus, bien au contraire. Il y a évidemment un certain nombre d'horreurs, voire intégralement, puisque c'est quand même le projet qui a été déposé, c'est celui de Bayrou, moins les 2 jours fériés. Et donc, notamment concernant l'année blanche, nous savons déjà que de toute manière, tout le monde s'accordera pour la faire sauter. Donc, il y a maintenant le débat qui va s'ouvrir. Nous déposerons des amendements. Nous, évidemment, combattrons les mesures d'austérité, les mesures sur le doublement des franchises médicales qui sont dans le projet de la sécurité sociale. Nous déposerons des amendements sur la taxe Zuckman dans le cadre du budget de l'État. Et donc, il n'y a pas de compromis. En fait, il y a des choses que nous allons améliorer. Ensuite, encore une fois, personne n'est majoritaire dans cette Assemblée. Donc, nous irons chercher des majorités pour faire adopter des mesures les plus justes possibles pour les Françaises et les Français. Daniel Obono, maintenant que votre motion de censure a été rejetée, quelle position adoptent désormais les Insoumis ? Et notamment par rapport à ce dont vient de parler Sandrine Runel. Nous continuons à avoir la même position que nous avons depuis le début, depuis, j'allais dire, l'année dernière. Nous sommes des parlementaires, nous faisons notre travail de manière consciencieuse, de manière construite. Nous avons même réussi à faire voter en première lecture l'année dernière un budget en matière de recettes qui a été balayé par le vote contre de la droite et de l'extrême droite, et ensuite vous avez eu les 49.3. Donc notre positionnement, il a toujours été le même. Nous disons la vérité, la réalité des prix, qui consiste à rappeler qu'en définitive, c'est Emmanuel Macron qui décide. Et il a décidé qu'il veut faire des coupes budgétaires, qu'il veut continuer ses politiques néolibérales, et Monsieur Lecornu, 1 ou 2 ou 3, va s'y appliquer. Et c'est pour cela que nous disons depuis le début que cette supposée concession, cette suspension qui en réalité, comme l'expliquait Michaël Zemmour, est en fait un décalage qui va en vérité toucher peu de monde, une génération, ça fait des centaines de milliers de Français, mais sur l'ensemble des personnes qui vont aller à la retraite et les générations successives, en réalité, c'est un décalage de quelques mois. Donc, non seulement cela, mais en plus, on le sait, quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Et en réalité, depuis cette annonce, on se rend compte, au fur et à mesure, quand on va pointer du doigt, comme l'a fait en premier Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Nadège Abo-Mongoli, qui demandait sous quelle forme arriverait cette mesure, on a eu un flottement quand même, parce que la porte-parole du gouvernement a dit on va en décider, puis finalement, les quelques minutes qui suivent, puisque ça revenait quand même, c'était assez énorme, finalement, oui, c'est bien un amendement, mais ce que vous n'avez pas rappelé là, c'est que le Premier ministre a dit il faudra le compenser, il faudra le financer. Donc de toute façon, et pour il y a des colonne moins, il faudra une colonne plus. Voilà. Et on le sait, ça a d'ailleurs été dit par notre collègue socialiste, le plan Lecornu, c'est le plan Bayrou. En vérité. Et ça veut dire... En réalité, il n'y a pas de plan. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le texte est au débat à l'Assemblée nationale... On a fait les comptes, et vous le savez, l'année blanche, ce qu'on appelle l'année blanche, ça signifie pas de revalorisation sur les retraites. Donc c'est des millions de retraités qui vont subir et à qui le Premier ministre Lecornu et M. Macron veulent faire subir et veulent faire payer le décalage de la réforme des retraites. Donc de toute façon, ça va coûter, avec en plus enrobé dans l'ensemble d'un projet de financement de la sécurité sociale dont il a dit qu'il ferait des coupes partout. Donc en vérité, oui, c'est une arnaque. Laurent va pouvoir poser une question. C'est une toute petite remarque parce que je cafte un peu, mais pendant que vos collègues parlaient, vous avez levé les yeux au ciel souvent et parfois, notamment quand elle évoquait l'horreur budgétaire à la fin.
vous n'êtes pas totalement sur la même ligne. Ah mais si, mais ça va dans le sens de ce que je disais. Ouais. Oui, c'est un projet de loi de financement de l'État et de financement de la Donc vous êtes sécurité raccord sociale là-dessus? qui est plein de coupes. Mais la question du coup, c'est le piège dans lequel se sont laissés enfermer les collègues socialistes qui ont échangé leur soutien au gouvernement en ne votant pas la censure contre rien du tout. Parce qu'effectivement, il n'y a aucune perspective garantie que cet amendement, dont on ne connaît pas la formulation par ailleurs, hein, parce que le diable est dans les détails, tout le monde le sait, en matière de travail budgétaire et parlementaire. On ne connaît pas sa formulation. On ne sait pas comment va le financer le gouvernement, qu'est-ce qu'il va demander en échange, entre guillemets, comme coupe, et on n'est même pas sûr que ça aille au-delà du vote de la CMT, voire d'ordonnance. Je voudrais qu'on entende Nicolas Metzdorf. Nicolas Metzdorf, donc député Renaissance. D'abord, sur la suspension de la réforme des retraites, est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment que la concession était nécessaire pour sortir de la crise ou de ceux qui la jugent trop élevée pour la voter ? Non, moi je suis contre la suspension de la réforme des retraites. On l'a dit, je l'ai dit, parce que je trouve que déjà j'avais hésité à la voter l'année dernière parce que je trouvais qu'elle n'allait pas assez loin. Quand même, notre système de retraite va dans le mur. Hein. Il y a 150 milliards de déficit. Il y a un moment donné, il y a moins de cotisants que de retraités. Donc la pyramide des âges étant ce qu'elle est en France, il faut arrêter de mentir aux Français. Notre système par répartition va droit dans le mur. Et donc cette suspension de la réforme des retraites, clairement, augmente l'urgence à faire une réforme de fond sur notre système. Donc je suis fondamentalement opposé à ça. C'est une décision du Premier ministre parce qu'il faut bien faire des compromis lorsqu'on a une Assemblée nationale où il n'y a pas de majorité absolue. C'est sa volonté. Je ne doute pas d'ailleurs qu'il y ait une majorité pour voter cet amendement puisque... Mais vous ne voterez pas cet amendement. Non, mais moi je suis cohérent avec moi-même. On a fait cette réforme des retraites, je ne vais pas la défaire un an plus tard. Tous ceux qui étaient contre cette réforme des retraites n'ont plus qu'à voter. Vous pouvez être cohérent aussi avec le Bloc central, avec Renaissance. Il se trouve qu'il y a quelques instants, Emmanuel Macron a réuni à l'Élysée des cadres de Renaissance. Peut-être avez-vous eu des échos de cette réunion ? Mais je crois que mes collègues ont dit la même chose que moi. C'est ce qui ressort en tout cas. Puisque on est cohérents, nous, dans le groupe... Mais que vous a dit Emmanuel Macron ce soir ? Mais moi, je n'étais pas avec Emmanuel Macron. Oui, mais vous parlez. Il y a des boucles pour s'échanger des messages sur ce que dit le président. Non, il nous encourage, il est content. Non, il vous encourage à quoi ? Il vous encourage à quoi ? À ne pas voter la suspension de la réforme des retraites ? Non, Emmanuel Macron, il a été très clair. Il dit que c'est le prix à payer pour trouver un compromis et de la stabilité. Il vous a dit que c'était douloureux pour nous tous ? Oui, c'est les mots qu'il a employés, c'est douloureux pour nous tous. Il y a des députés du Bloc central qui ont soutenu la réforme des retraites, qui ont été agressés chez eux, dont les permanences ont été saccagées, brûlées, les familles menacées. Pardon, c'est au-delà simplement de l'arithmétique de la pyramide des âges. La réforme des retraites, c'était un engagement humain, politique des députés du Bloc central. Donc c'est vrai que c'est douloureux pour nous. Donc, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que tout le monde soit cohérent. Nous, on était contre la suspension de la réforme des retraites. Donc moi, par exemple, je ne vais pas voter l'amendement. Mais tous ceux qui étaient pour la suspension de la réforme des retraites devront voter l'amendement qui est proposé par le gouvernement. Parce que sinon, la retraite ne sera pas suspendue. Voilà. Alors, les délais impartis sont très courts. Imaginons que l'amendement qui suspend la réforme soit adopté à l'Assemblée. Il sera retoqué ensuite au Sénat. Il y aura alors une commission mixte paritaire au sein de laquelle le RN et LFI ne valideront pas les autres mesures du texte. Donc, cette commission mixte paritaire ne sera pas conclusive. Ah si, elle peut l'être. Ah bah si le RN et LFI ne votent pas les autres mesures du paquet sécurité sociale, qu'est-ce qui se passera ? Les LR qui seront majoritaires. Voilà, c'est eux qui sont majoritaires et ils peuvent décider. Mais vous n'allez pas réclamer d'être dans la CMP 7-7 Je ne suis pas sûre que je crois qu'on a deux. Nous avons une personne en CMP. C'est pas ça qui va faire la différence. On l'a vu malheureusement sur le texte d'extrême droite sur l'immigration. Ils ont réussi à se mettre d'accord sur le dos Nicolas des Metzdorf, étrangers. il se passera quoi si les 50 jours d'examen n'aboutissent pas à un vote ? Non mais là, vous me demandez de sortir la boule de cristal. Enfin, on n'a même pas commencé... Non, il n'y a pas 36 000 solutions en réalité. On n'a même pas commencé l'étude du PLFSS, que vous êtes déjà à la CMP conclusive ou pas. Non mais franchement, moi je veux bien. Mais parce que vous savez bien que sans avoir une boule de cristal, c'est comme ça moi, je veux bien faire de la politique fiction, mais Sébastien Lecornu, on le connaît bien, est un homme de parole. Il va proposer son amendement. Moi, je partage d'ailleurs ce que dit Madame Obono. Il faudra voir la rédaction de l'amendement. Qu'est-ce qu'il y aura dedans ? Il y aura un débat à l'Assemblée nationale, puis il y aura un débat au Sénat, puis il y aura une commission peut-être mixte paritaire, et on verra ce qui ressort. Mais pardon, mais c'est le Parlement.
C'est le travail Parlement qui travaille. On ne va pas reprocher pour une fois au Parlement de la Ve République de travailler et de trouver des équilibres. Mais permettez-nous d'avoir des doutes sur votre capacité à vous entendre. Quand je vous entends ce soir dire non, nous on ne votera pas l'amendement sur la suspension de la réforme des retraites. Quand j'entends à la fois votre voisine insoumise et les socialistes dire nous on ne fera pas des concessions sur l'année blanche. On se dit, mais comment vont-ils réussir à s'entendre? Est-ce qu'à un moment, chacun réussira à faire un pas vers l'autre? Non, mais attendez, un pas vers l'autre. Pardon, mais Sébastien Lecornu, il vient de dire qu'il va suspendre la réforme des retraites. Et je rappelle qu'il y a une majorité pour suspendre la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Non, il y a une majorité pour l'abroger. C'est pas la même chose. Vous n'avez pas voté l'amendement qui suspend alors? Il y a une majorité pour abroger Donc du coup, la vous réforme allez des laisser retraites. passer la réforme des retraites? Non, la réforme de retraite est en cours, je vous le rappelle. Oui, non, mais donc, du coup, vous n'allez pas la suspendre. Non, je rappelle que nous demandons l'abrogation et nous avons fait en sorte d'ailleurs que ce soit un sujet dans notre niche parlementaire. Mais du coup, vous préférez que la réforme des retraites continue plutôt qu'elle soit suspendue? Non, nous verrons quelle est la formulation de cet amendement. Pour le coup, nous ne faisons pas de la politique fiction et à quoi il est lié. Parce que s'il est lié, il se trouve que le Parti socialiste... S'il est lié à le vote sur les franchises médicales ou sur l'année blanche ou sur je ne sais quelle horreur, nous n'entérinerons d'abord, premièrement, Sandrine nous Runel, jamais la retraite à 64 ans et certainement pas au prix, parce que vous parliez là on va laisser parler, si vous voulez bien, votre collègue socialiste. Parce que j'ai été interpellée là-dessus. Vous parliez de la dimension humaine. C'est pour des millions de gens que la question de 2 ans de vie volée est une question de vie ou de mort, y compris pour des millions de gens qu'il faut sauver le système de retraite. Je voudrais qu'on passe, je voudrais s'il vous plaît je voudrais qu'on donne la parole un petit peu, s'il vous plaît, à Sandrine Runel, parce qu'en l'occurrence, dans la déclaration de politique générale, on surveillait les mots magiques de Sébastien Lecornu. Là, ça veut dire que vous allez surveiller les mots magiques de l'amendement. À quoi est-ce que vous allez être particulièrement attentive? Quels mots il faudra dans cet amendement? Alors, l'amendement, il est très simple. Moi, j'entendais les débats. En fait, on est sur l'idée d'une suspension, c'est-à-dire, plus précisément, en fait, c'est un blocage. Et donc, c'est un blocage à 62 ans et 9 mois et 170 trimestres. Alors, bien évidemment que nous sommes nombreux à être favorables à l'abrogation de la réforme des retraites. Mais je ne vois pas comment la France insoumise et le Rassemblement national, qui crient haut et fort et qui l'ont encore redit ce matin, que nous ne voulons pas de cette réforme des retraites, ne voterait pas un amendement qui bloquerait à 62 ans et 9 mois et qui permettrait, contrairement à ce qu'a dit ma collègue, non pas à 1, mais à 4 générations d'ici 2028 et qui vont du coup permettre de partir plus tôt. Et moi, je pense en fait aux femmes, aux carrières longues, aux pénibilités aussi dont on parle suffisamment peu et qui vont pouvoir partir plus tôt. Donc, en effet, il y a une majorité pour ce faire. Ça ne veut pas dire que le débat sur l'abrogation ne se fera pas dans le cadre de la présidentielle en 2027. Bien évidemment qu'il s'invitera dans ce débat politique, mais nous avons évidemment une formulation qui est très simple en fait, et l'amendement, il ne sera pas très compliqué à écrire. Il suspendra, c'est ce que nous avons demandé, et c'est ce qui arrivera assez rapidement puisque le débat à l'Assemblée commence la semaine prochaine. Pourquoi vous riez, Daniel Obono? Non, mais j'imagine que Olivier Faure va envoyer un texto à Sébastien Lecornu, puisqu'ils ont des échanges très fréquents avec les termes exacts. Mais je note que dans les termes exacts, on passe là de suspension. C'est pas un problème. Non, mais c'était une petite remarque en passant, parce que de fait, en fait, vous devriez écrire directement l'amendement et le soumettre à Monsieur Lecornu, parce qu'on est passé quand même dans le début de la discussion à une suspension. Suspension d'ailleurs dont un des meilleurs spécialistes du sujet, Monsieur Michaël Zemmour, dit qu'en vérité c'est un décalage. Les mots ont un sens dans un texte parlementaire et budgétaire. Mettre suspension, décalage ou blocage, ça c'est le nouveau terme qu'a exprimé notre collègue. Ce n'est absolument pas la même chose, vous le savez pertinemment, parce que ça n'emporte pas les mêmes conséquences, parce que ça n'emporte pas les mêmes chiffrage budgétaire, vous le savez pertinemment. Entre une génération concernée et plusieurs, comme l'affirme notre collègue, c'est un débat actuellement et tout le monde n'est pas d'accord, ça n'emporte pas les mêmes conséquences. Donc vous voyez, ce ne sera pas si simple et nous croyons et nous disons depuis le départ toute cette histoire, depuis déjà M. Bayrou, les collègues socialistes se sont fait enfariner et continuent à se faire enfariner, malheureusement, aux dépens non seulement du travail parlementaire, mais de millions de Français et Françaises. Metzdorf, non, mais on oublie la moitié de l'histoire dans cette affaire. C'est-à-dire que quand on parle de suspension, c'est jusqu'à l'élection présidentielle.
parce que c'est les Français, à travers un programme qui présidentiel, qui choisiront si finalement on abroge définitivement la réforme des retraites ou si on continue de... Mais donc on ne fait pas rien jusqu'en 2027. En fait, on dit aux Français, on suspend la réforme jusqu'à que vous choisissiez un président de la République et une nouvelle Assemblée nationale qui prendra de nouvelles dispositions. Il n'y a pas plus démocratique que ce choix de la part de Sébastien Lecornu et je suis le premier à le regretter. Tout le monde devrait se féliciter que je regrette que Sébastien Lecornu fasse ça quand même. Et plus tôt l'élection présidentielle arrivera, mieux ce sera et donc autant avoir une élection présidentielle anticipée. Bon, on ne les mettra pas d'accord. Écoutez, pour les Français, 1 an et demi de macronisme et d'austérité, je vous assure. Merci à tous les trois. Le travail parlementaire commence. Merci à tous les trois d'avoir été ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. Restez avec nous. Tiens, tout de suite, on va accueillir Marco Pommier. C'est Bourbon Express. C'est le journal de l'Assemblée nationale. On avait envie ce soir, Marco, de revivre cette journée d'émotion. En un seul mot. Non, des motions de censure, bien sûr. Le gouvernement est donc ce soir toujours en place. Marco. Oui, il n'est pas tombé, ce gouvernement. Les 2 motions de censure de LFI et du RN examinées aujourd'hui à l'Assemblée ont été rejetées ce matin. Un coup d'œil dans l'hémicycle suffisait à deviner la fin du match. Mis à part Marine Le Pen, pas de poids lourd politique à la tribune, pas de Gabriel Attal, de Laurent Wauquiez ou de Mathilde Panot pour prendre la parole. Et pourtant, la motion des Insoumis s'est jouée à quelques voix près. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, 289, pour l'adoption, 271. Bon, vous y étiez, hein, Nicolas Metzdorf. Oui, les députés de 3e rang, apparemment. Vous n'êtes pas encore président de groupe. Aurélie Trouvé était présidente des commissions des affaires économiques. Tout à fait, mais elle n'est pas encore présidente de groupe. Bon. Parce qu'il parlait des présidents de groupe. Il ne voulait pas vous faire insulte. Bon, en tout cas, cette motion, elle s'est jouée à 18 voix près. Alors Sébastien Lecornu peut dire merci aux socialistes notamment qui n'ont pas baissé le pouce grâce à la suspension annoncée de la réforme des retraites. Mais ça n'est qu'un sursis, Marco. Oui, parce que j'ai bien regardé, 7 socialistes l'ont quand même voté cette censure, dont 4 députés dits d'outre-mer. Pourquoi ? Parce que ça coince sur le budget. Ce dont nous nous sommes rendus compte, nous, les 10 ultramarins, c'est que près de 1,2 milliard étaient supprimés au bénéfice de nos territoires. Bon, pour nous, c'est plus qu'une ligne rouge, c'est un mur infranchissable. Alors il y a ceux qui ne devaient pas voter la censure et qui l'ont fait, et puis il y a les députés qui devaient voter la censure mais qui ne l'ont pas fait. Vous suivez ? Je suis complètement. C'est le cas de 3 députés écologistes, dont Delphine Batho, l'ancienne ministre de François Hollande que j'ai rencontrée aux 4 colonnes ce midi. La censure, c'était la politique du pire, avec pour résultat l'impossibilité que le pays se dote d'un budget avant le 31 décembre, et donc avec des conséquences lourdes pour notre économie, pour nos acquis sociaux. Tout le monde sait que je suis libre, j'ai jamais obéi aux consignes des appareils partisans, et donc c'est pas maintenant que ça va commencer. Et Delphine Batho précise quand même qu'elle reste opposée au budget de Sébastien Lecornu. Elle va prendre part au travail parlementaire pour le modifier, ce budget. Et puis une motion de censure, Marco, c'est toujours aussi l'occasion de régler quelques comptes. Éric Ciotti l'a bien compris, avec un tacle à ses anciens camarades des Républicains qu'il a trouvé un peu absent aujourd'hui dans l'hémicycle. Rappelons que le groupe des Républicains à l'Assemblée n'appelait pas à la censure. Je m'adresse en particulier, je le dis, même si leurs bancs sont quasi intégralement, cher Pierre Cordier, vides. Voilà ce que représente aujourd'hui la famille politique que j'ai eu l'honneur de présider, celle qui quelque part a été l'héritière du général de Gaulle. Elle est absente au rendez-vous des Français, elle est vide. Ambiance, Adeline. Hein. Et c'est pas mieux entre socialistes et insoumis ce matin. Les deux. Mais c'est pas mieux hein, entre insoumis et socialistes ce matin. Attendez, Daniel Obono, attendez. C'est la vérité qui fâche. Ce matin, l'insoumise Aurélie Trouvé, quand elle a pris la parole dans l'hémicycle, il n'y avait quasiment aucun socialiste à l'horizon. Et quand un collègue socialiste monte à la tribune, Aurélie Trouvé s'éclipse dans la salle des 4 colonnes pour parler
aux journalistes. Elle s'est arrêtée de parler pile poil quand Laurent Baumel, l'orateur du PS, avait fini son discours. C'est ce qui s'appelle avoir le sens du timing. Mais non, c'est une simple coïncidence. Vous voyez mal partout, Marco. Après tout ça, Sébastien Lecornu s'est mis en marche. Oui, littéralement. Hein. Il a quitté l'Assemblée à pied, direction Matignon. 1,2 km entouré de micros, de caméras, de perches. Très compliqué de le faire parler, le Premier ministre. Il nous a quand même dit un petit mot. Quel est votre état d'esprit? Un mot. Au travail. Mais plus sereinement qu'hier. Au travail. Voilà, Sébastien Lecornu qui est au travail et qui a fait ainsi ses 7000 pas recommandés par jour, mais pas sûr qu'il renouvelle l'expérience. On vous a pas dissuadé de rentrer à pied la prochaine fois, j'espère? Si. Si. Bon, eh bien, on ne refera plus le chemin de l'Assemblée nationale à Matignon. 7000 pas, on est sûr? 7000 pas, oui, c'est la recommandation officielle. Maintenant, c'est pas 10 000, mais 7000 pas par jour. Ça les fait sourire. Merci en tout cas à vous d'avoir été avec nous ce soir dans Chaque Voix compte. Nous revenons demain à 19h30. Demain, c'est vendredi. Demain, c'est l'émission en public. Tout à fait. Cher Marco. Cette émission est rediffusée à 23h30 en replay sur le site lcp.fr et en podcast sur toutes les plateformes. Dans un instant, vous avez évidemment rendez-vous avec Débadoc et Jean-Pierre Gracian. On vous souhaite une excellente soirée et on vous dit à demain.